Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Alors je sais qu'il a fait couler beaucoup d'encre, mais je rappelle que si le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble des Jeux, c'est justement pour que personne n'en achète. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais en attendant, nous sommes en dette. Et nous sommes en dette. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible. Le déficit public dérape 5,5%, au-delà de la prévision de nos Mozart de la finance. Pourtant, nous avons des Mozart de la finance. Mais comment arrive-t-il ? C'est pas possible, ça. Et attendez, c'est pas tout. On va en parler. Les dettes, la dette publique, elle arrive à, je ne sais plus, moi, combien ça fait. C'est énorme aussi. On va en parler également. La folie, oui. Alors, c'est dette publique à 110,6% du PIB. Voilà, on va en parler avec l'économiste Philippe Murer tout de suite. Mais franchement, c'est intéressant parce qu'on nous dit tout va bien, mais si, et non. Il y a un problème, la dette. Alors, vous voyez, on parle plus de la guerre, on parle plus de la guerre Russie-Ukraine, on parle plus de la guerre au Covid, on parle plus de réchauffement climatique. La dette. Quelle dette ? Et puis, on va parler de quelque chose quand même qui, je peux le dire, nous réjouit, c'est que même s'il n'est pas sorti de la terrible auberge où il est, Julian Assange, effectivement, vient d'obtenir, on l'a appris il y a 5 minutes, les juges londoniens ont consenti à ce qu'il fasse appel de la décision d'extradition vers les États-Unis, où, comme vous le savez, le journaliste risque 175 ans de prison. On en parlera également, bien sûr, et puis on parlera de Valérie Pécresse, ce qu'elle dit du ticket de métro, ce qu'elle dit, effectivement, comment il faut marcher, comment on va être avec les Jeux Olympiques, vous allez voir, c'est aussi intéressant que sa campagne présidentielle. Puis on va parler de Valérie Hayer aussi, effectivement, avec le CETA, autre fable urbaine extrêmement intéressante. Et puis nous allons recevoir en seconde partie d'émission un survivaliste, un type qui dit attention, prenez votre autonomie, apprenez à survivre parce que les temps vont être difficiles. Alors, apocalypse, est-ce que c'est vraiment, on va se réfugier dans les bois? Est-ce qu'on va faire des provisions? Comment? C'est la fin du monde ou la fin d'un monde? On en parle tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Rocher et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le déficit public dérape à 5,5%. Il était initialement prévu à 4,9% par le gouvernement. La dette publique, 110,6% du PIB. Qu'est-ce qui se passe ? Sommes-nous en soins palliatifs ? Sommes-nous en état de mort imminente ? Non, bien sûr, mais quand même. C'est grave, docteur ? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ça n'ira pas. Et en ce moment, oui, on peut pas dire que ça aille très bien. Avec ces annonces quand même extraordinaires, on se rappelle que Bruno Le Maire avait fixé en matière de finances publiques un objectif qui n'était pas très ambitieux. Solde public attendu au moins 4,9% en 2023. Et puis, tout explose. Bonjour, Philippe Murer. Bonjour André Berkoff. Bonjour Philippe. Alors vous êtes économiste, j'appelle que vous avez écrit le très bon livre Sortie du capitalisme de désastre. Je ne sais pas si on est dans le désastre, mais là, alors qu'est-ce qui fait que nous passons effectivement à des prévisions qui étaient déjà pas extrêmement glorieuses, à des prévisions qui carrément sont assez, on peut dire, je ne dirais pas titanesques, mais titaniques. Alors qu'est-ce qui se passe et pourquoi on en est là déjà ? Qu'est-ce qui se passe ? Rappelons quand même la première chose,
c'est que si le déficit public augmente, c'est parce que on est dans des gaspillages sans fin de l'État. Dans des gaspillages sans fin, on se rappelle le Covid. Il faut revenir au Covid, qui a coûté 300 milliards d'euros avec le quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire. Il était tout fier de l'annoncer. Pour une maladie qui était une grosse grippe, en fait, qui tuait autant qu'une bonne grosse grippe, une très grosse grippe, on a confiné pendant 1 an et les restaurateurs et d'autres professions, on leur a demandé de rester chez eux et que l'État payerait. Ça a coûté 300 milliards d'euros. On était à peine sorti du Covid qu'on est rentré dans la guerre en Ukraine. Et plutôt que de pousser aux négociations qui étaient presque abouties, on le sait, en avril 2022, pour que la Russie se retire d'Ukraine contre la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, l'Occident a poussé à cette guerre à l'Ukraine, qui a coûté 120 milliards d'euros à la France. 20 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine directe, des armements, les aides de l'Union européenne. D'ailleurs, en février 2024, vous vous rappelez, André, en même temps que Bruno Le Maire faisait les premières annonces d'austérité en augmentant de 6 milliards d'euros l'impôt sur l'électricité, 10% des prix de l'électricité, il promettait 10 milliards d'euros de coupes dans les dépenses publiques. Eh bien, Bruno Le Maire allait signer à Bruxelles qu'on allait dépenser 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, donc la part de la France, 10 milliards. Ouais. Et puis les sanctions sur l'énergie contre la Russie, en fait, qui devaient mettre la Russie à genoux. La Russie à genoux, elles nous ont coûté en termes de bouclier énergétique 100 milliards d'euros sur 3 ans. Tout ça, ça a des conséquences. Et alors Bruno Le Maire, qui est vraiment un rigolo, a fait une chose encore plus bête, mais qui coûte quand même 15 milliards d'euros par an. Il faut le signaler. C'est pas rien. C'est ce qu'il cherche comme économie aujourd'hui. Ce sont les OAT, la dette indexée sur l'inflation. Monsieur Bruno Le Maire a continué à mettre de la dette indexée sur l'inflation alors que les taux étaient à 0. Alors même que d'ailleurs l'inflation remontait. Ouais. Eh bien, cette dette, il faut payer un taux d'intérêt, par exemple, de 2%. Et rajouter le taux d'inflation de 5% de l'année dernière. Oui. Et ça coûte 15 milliards d'euros par an à l'État français en 2022 et en 2023. Mais Philippe Hurer, si on fait le total, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Donc 300 milliards de confinement, 120 milliards pour l'Ukraine, 30 milliards d'euros pour les OATI. Donc voilà, vous faites exploser le déficit public, la dette publique, avec toutes ces erreurs politiques économiques. Et moi, je vais vous dire, quand j'entends Bruno Le Maire prétentieux et arrogant, alors qu'il a fait que des erreurs de politique économique depuis 2017, je lui lance le défi. Monsieur Bruno Le Maire, sortez du marché européen de l'électricité. À ce moment-là, vous pouvez diviser par 2 les prix de l'électricité pour les ménages, comme l'ont fait les entreprises. Comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, en quelque sorte. Et l'Espagne et le Portugal vont beaucoup mieux en termes de croissance grâce à cela que la France, l'Allemagne et l'Italie qui y sont restés. Faites ça. À ce moment-là, il y aura beaucoup plus de consommation parce que les prix seront plus bas, les entreprises seront pas défaillantes et vous verrez que vous aurez une belle croissance, pas mal de recettes fiscales et que déjà on se tirera d'une partie du problème. Le problème qu'on a, André, vous le savez, c'est que ce gouvernement ne gouverne pas pour les Français, il gouverne pour l'Union européenne. Et donc la sortie du marché européen de l'électricité, c'est un tabou absolu pour eux. Alors je ne sais pas s'il gouverne pour l'Union européenne, mais en tout cas, je vais vous faire entendre Philippe Hurer, justement une déclaration hier de Bruno Le Maire. Il a trouvé une parade d'économie, parce qu'il faut faire des économies. Non, on dit, où est-ce qu'on va faire des économies? Recherche économie désespérément. Il a trouvé une parade sur les médicaments. Écoutez. La deuxième chose, après la réduction des dépenses de l'État qui est indispensable, c'est une prise de conscience collective. Tout ne peut pas reposer que sur les dépenses de l'État. Dans votre livre, vous dites ça peut pas être open bar, c'est ça? Non, ça peut plus être open bar, bien entendu, mais sur toutes les dépenses. Mais ça veut dire quoi? Concrètement? Très concrètement, sur le médicament. Quand nous décidons d'augmenter la franchise de 50 centimes à 1 euro, c'est une façon de dire, mais désolé, le médicament, ça peut pas être open bar. Regardez tous les médicaments que vous accumulez dans votre pharmacie. Ça a un coût, c'est vous qui payez, c'est le contribuable qui paye. Est-ce qu'on peut imaginer des remboursements selon les revenus, par exemple? Moi, je suis ouvert à tous les débats. C'est pas à moi de trancher comment est-ce que les économies vont être faites. Ça doit être un débat collectif. J'appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de faire des choix dans nos dépenses publiques, dans toutes les dépenses publiques. Donc quelqu'un qui gagne aujourd'hui 4 000 les euros... dépenses sociales et les collectivités locales. Quelqu'un qui gagne aujourd'hui 4 000 euros pourrait se voir moins rembourser ses médicaments. Vous l'excluez pas, par exemple, ça? C'est ce que nous avons déjà décidé. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Il ne s'agit pas de dire qu'on va ratiboiser tout le monde. Il s'agit juste de mettre un principe de responsabilité et de choix dans la dépense publique. Si on estime, ce que je crois, que les personnes qui sont gravement malades, il ne faut jamais les laisser tomber, il faut bien les soigner. Une personne qui a un cancer, elle ne doit pas en plus
avoir un souci financier. Mais celle qui est en bonne santé, qui gagne bien sa vie, elle doit payer plus. Alors juste, Philippe Murer, c'est intéressant d'abord, il y a deux choses. Il dit, ça ne peut plus être open bar. Alors si je comprends bien, c'était open bar il y a encore quelques années, ou jusqu'à présent, même avant évidemment, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Et puis deuxièmement, il dit, écoutez, c'est pas à moi de décider. Ah, ça c'est fabuleux. On va faire une conférence, on va faire un colloque, et on va faire un conseil citoyen, et puis on va décider ensemble. Mais attendez, je croyais que vous étiez payé à l'exécutif pour ça, Philippe Murer, mais c'est quand même... Alors, est-ce que c'est bien cette histoire des médicaments ? Oui. Vous avez tout à fait raison. Et la prétention, l'arrogance de Bruno Le Maire est extraordinaire. Alors, il va culpabiliser les Français en leur disant c'est de votre faute, c'est pas de la mienne. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, je vous rappelle que les Français ont des remboursements sur les médicaments parce qu'ils payent des cotisations sociales sur leur salaire. Si on veut qu'ils ne payent pas, qu'ils payent les médicaments, faut leur enlever les cotisations sociales. Faut être raisonnable. Le problème, si vous voulez, c'est que en fait, à force de chercher des petites économies partout de médicaments, on n'a plus d'industrie pharmaceutique, on a des manques de médicaments parce qu'on les paye pas assez cher en France. À force de faire des économies sur les salaires des soignants, on n'arrive plus à recruter des soignants, on le sait en France, ni des policiers, ni des enseignants. Donc en fait, le vrai problème, il n'est pas là. Parce qu'en fait, le déficit public, si vous voulez, c'est tout arrive au final au déficit public. Quand vous n'avez pas de croissance, quand vous avez une politique industrielle qui détruit la production, tout finit par le déficit public. Ouais. Or là, il faut revenir sur la politique économique de Macron et de Bruno Le Maire depuis 2017. C'est baisse d'impôts sur les plus riches avec, on enlève l'ISF. On baisse l'impôt sur les dividendes, l'impôt sur les bénéfices. On baisse l'impôt sur les plus-values. Alors, je parle pas du bénéfice et du dividende du petit entrepreneur. Hein. Je parle des 30 000 ménages les plus riches qui touchent 2/3 des revenus du capital. Ouais. Parce qu'il faut pas se faire leurrer par les mesures démagogues. Quand on baisse l'impôt sur les dividendes, c'est essentiellement 30 000 ménages qui prennent 2/3 des revenus. Donc, en fait, ils ont fait ça en disant, on va avoir plein de croissance et ça va bien marcher. Eh ben non, le résultat, c'est pas de croissance, une baisse des recettes fiscales, et des défaillances d'entreprises au plus haut depuis 2008. Et quand je dis pas de croissance, il faut remettre ça et l'avoir toujours à l'esprit. La croissance en France depuis fin 2019, c'est 0,4% par an. 0,4% par an. Il n'y a plus de croissance en France. Donc avant le Covid, même avant le Covid, Philippe Murer. 2019, c'était avant le Covid, c'est ça. Donc de fin 2019 à aujourd'hui, la croissance moyenne, c'est 0,4% par an. Ouais. En Allemagne, c'est pire, c'est 0% par an. Il n'y a plus de croissance. En Italie, ce serait presque pareil, et en Espagne aussi. En fait, c'est quoi ? C'est l'échec de toutes ces politiques économiques qui nous conduisent à des déficits publics. Alors, avec la politique économique qu'ils ont pris, la première chose, c'est qu'ils ont fait exploser les inégalités, Macron et Le Maire. Faut bien comprendre que les salariés, ceux qui travaillent, ont une baisse de 5% de leur pouvoir d'achat depuis 3 ans. 5%. Ouais. Alors, donc, et en plus, on leur met une énergie chère. Et ben, que fait le gouvernement ? Il est obligé de faire des boucliers tarifaires qui coûtent une blinde. Et on se boucle par le déficit public et le budget. Toutes les erreurs de politique économique ont été faites. Bien sûr par Macron, mais aussi par Sarkozy, Hollande et tous ceux qui l'ont précédé. Les prédécesseurs, faut pas les oublier. Oui. Tout à fait. Exactement, c'est-à-dire le libre-échange et la délocalisation de notre industrie. Le fait qu'il n'y a pas de politique industrielle alors qu'il y en avait une forte sous De Gaulle et Pompidou. Le fait qu'il n'y a pas de patriotisme économique. Le fait qu'on ait une énergie chère maintenant. Ben, ça fait qu'on n'a pas de production, pas de croissance, pas de recettes fiscales. Et donc, à la fin, ils font des plans de relance, ça se boucle par le budget, ils font des plans de relance, on se boucle par le déficit public. Donc, Macron a tout sacrifié à la croissance, baisse d'impôts sur les plus riches, destruction du modèle social. Hein, et la croissance n'est pas au rendez-vous. Voilà. Exactement. Ouais. Vous avez vu qu'ils détruisent notre service public à tel point les fonctionnaires. Il y a quelqu'un qui travaille à l'OFCE, François Girolf, qui est très brillant, qui a montré que les fonctionnaires en 20 ans ont vu le point d'indice baisser de 30%. Voilà, 30%. Donc évidemment que vous n'arrivez plus à recruter des fonctionnaires pour l'hôpital, pour la police ou pour même la RATP. Donc non seulement ils ont détruit la croissance, mais ils détruisent l'avenir en même temps. Voilà, et tout se retrouve à la fin dans le déficit public. Restez avec nous, Philippe Murer. On va quand même parler après comment on peut peut-être arrêter ou en tout cas endiguer quelque peu ce tsunami. À tout de suite après cette petite pause. Et puis vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. Et puis je vous rappelle bien sûr qu'on est en direct sur le Facebook Live, sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Alors cette dette publique, alors ce déficit, si encore c'était des dérapages contrôlés. Malheureusement, je ne sais pas si le contrôle est au rendez-vous. Mais Philippe Murer, bon, on va pas rester effectivement dans Apocalypse Now, mais au fond, est-ce qu'il y a un correctif aujourd'hui ? Qu'est-ce qui serait, je ne dirais pas les mesures les plus urgentes à prendre, on va pas faire un catalogue, mais qu'est-ce qu'il faut arrêter ? C'est quelles dépenses ? Est-ce que vous avez écrit, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine, que ce soit vis-à-vis, bon, le Covid, maintenant c'est fini, j'espère que ça va pas revenir. C'est quoi la prochaine ? C'est un exercice de lucidité en disant on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout payer, on ne peut pas être dans le quoi qu'il en coûte, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, les dépenses qu'on envoie vers l'extérieur, c'est particulier. On peut les couper. Ça n'a pas d'impact sur l'économie française. Donc, c'est vrai que si on arrêtait de lancer la guerre en Ukraine et on se battait pour des négociations, ça serait quand même une bien meilleure idée. Je pense, on ne peut pas se le permettre, sinon. Mais si on coupe dans les dépenses publiques à l'intérieur, comme a commencé à le faire Bruno Le Maire, c'est-à-dire une hausse des impôts de 6 milliards sur l'électricité, qu'on voit dans les factures, avec une coupe dans les dépenses publiques de 10 milliards, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 16 milliards-là, ils seront retirés de l'économie française. Donc, ils seront retirés du PIB, et on va se retrouver avec une bascule. Aujourd'hui, on est en quasiment la récession. On a 0 croissance du PIB sur les 2 derniers trimestres. Ouais. Si on coupe dans les dépenses publiques aujourd'hui, on va se retrouver en récession franche, avec un multiplicateur. Donc, ça sera plus que les 16 milliards qui seront perdus, et donc encore plus de recettes fiscales donc qui seront perdues. Donc, en fait, on va se retrouver avec un déficit qui sera à peine amélioré. Si on fait ça, on va se retrouver dans la situation de la Grèce. Vous vous rappelez, entre 2011 et 2014, où on avait tellement coupé dans les dépenses publiques qu'on s'est retrouvé avec un PIB qui a baissé de 25% en Grèce en 3 ou 4 ans, et avec de la dette publique qui est montée au plafond à 51% du PIB. Donc ça, c'est pas la solution, la coupe dans les dépenses publiques sèche, à part sur la guerre en Ukraine ou se battre contre la fraude sociale. Et alors c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ou les solutions les plus efficaces, qui pourraient être les plus efficaces potentiellement ? Alors, la solution la plus efficace, c'est très clairement, il n'y en a qu'une seule de solution en fait. C'est d'abord lutter contre les fraudes sociales, fiscales qui coûtent beaucoup d'argent. Charles Pratt avait montré, je crois sur votre antenne, que la fraude sociale, ça coûtait 50 milliards d'euros. Alors, très souvent d'ailleurs, souvent lié à un excès de carte vitale et lié à une forme de fraude liée à l'immigration. Les centenaires algériens aussi, les gens de 110 ans qui ont versé des retraites en Algérie. En tout cas, il y a une mine à creuser et le gouvernement se refuse. La fraude fiscale qui est aussi un problème. Mais en fait, la vraie problématique, c'est qu'il faut complètement changer de modèle économique, tout simplement. C'est-à-dire favoriser la production en faisant du protectionnisme intelligent, en faisant que la commande publique elle soit réservée aux entreprises françaises, qui permet d'ailleurs d'avoir plus de production, plus de recettes fiscales. En faisant de l'État stratège, on veut de l'énergie pas chère, faisons un plan Mesmer 2 sur le nucléaire. Au lieu de faire Fessenheim, on fait un plan Mesmer 2 sur le nucléaire pour construire rapidement beaucoup de centrales nucléaires, avoir de l'énergie propre comme de l'hydrogène ou de l'électricité pas chère pour les Français. Là, on relance la production, on relance la croissance. Si vous voulez, on se trouve un peu dans la même situation qu'en 1945. En 1945, on a 200% de dette sur PIB en France à cause de la guerre. On a une industrie détruite, une économie en ruine. Que fait le gouvernement français ? Eh bien, il relance la croissance par du patriotisme économique, tout un tas de mécaniques, et on se retrouve avec 7% de dette sur PIB en 1973, André. Donc on a baissé de 200% à 7%. Je dis pas qu'on peut rééditer le même exploit. Non, mais... Là, le problème, c'est qu'on a une oligarchie qui est passée comme une guerre sur la France, qui a tout détruit, la production, le déficit, la dette publique. Et en 40 ans. En fait, il faut, en fait, Philippe Murer, ce que vous dites, il faut non seulement l'ardente obligation du plan, mais l'ardente obligation de neurones. De neurones, ce qui veut dire virer tout. Il faut sortir de l'Union européenne pour avoir toutes ces mécaniques pour la production,
tant agricoles qu'industriels, etc. Et il faut aussi virer toute l'oligarchie d'incapables qui tient la France depuis 40 ans. Et donc, il faut que les Françaises aient ces deux courages-là, sortir de l'Union européenne et virer les incapables. C'est pas parce qu'on parle bien à la télévision et qu'on a fait l'ENA qu'on est compétent. La compétence, elle se voit dans les résultats. Les résultats, ils sont très, très mauvais. Et donc, il faut changer de classe politique et prendre des gens courageux à la place. En tout cas, vaste programme sorti de l'Union européenne, n'en parlons pas. Et puis, trouver des gens efficaces, ça se trouve évidemment, mais aussi travail d'Hercule. Qui vivra et qui votera verra. Merci, Philippe Burel. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh oui, Guy Béard, ou au moins il doit pourrir pendant des années, soit dans une petite salle, une petite chambre dans l'ambassade du Guatemala, ou alors dans une prison de haute sécurité aux alentours de Londres. Voilà, c'est le cas de Julian Assange. On va pas vous présenter Julian Assange, on en a parlé suffisamment. Et le fondateur de Wikileaks, journaliste et lanceur d'alerte, et surtout journaliste, il vient de gagner, on le sait depuis une demi-heure, il a gagné le droit à une nouvelle audience en appel pour contester son transfert vers les États-Unis. Ça vient d'être décidé à Londres par 2 juges, parce qu'on se demandait s'ils allaient refuser ou pas. S'ils refusaient, c'était l'extradition aux États-Unis, où il risque 175 ans de prison, Julian Assange. Et là, en tout cas, il y a un délai, un sursis. On va en parler avec Eric Alt, qui est magistrat et administrateur de l'association anticorruption Anticor. Là aussi, on va en parler un peu. Bonjour Eric Alt. Bonjour. Alors, dites-moi donc, c'est un répit, c'est un sursis ou c'est une vraie chance que vient d'obtenir Julian Assange, selon vous? Eh bien, c'est un répit dans la mesure où il a jusqu'au 16 avril pour contester son extradition. Et il pourra la contester, c'est ce que dit la décision des juges anglais, il pourra la contester au motif que ça porte atteinte à la liberté d'expression, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, oui. Et au motif que les garanties sur la peine de mort, les garanties que la peine de mort ne lui sera pas appliquée, ne sont pas suffisantes. Donc on va essentiellement contester ces 2 points. Tous les autres points sont refusés. Ah ouais, c'est que là-dessus juste que porte l'appel, enfin que porte. Voilà. Et également sur la discrimination du point de vue de la nationalité, autrement dit, est-ce qu'aux États-Unis il sera aussi bien traité qu'un Américain, au regard notamment des garanties qu'offre la Constitution des États-Unis. Donc en réalité, il y aura 3 points qui pourront être discutés devant le juge d'appel. Et ces 3 points devront être discutés assez rapidement puisqu'il a jusqu'au 16 avril pour faire sa demande, faire son mémoire. Et quand il fait sa demande, jugement sera rendu quand sur cette demande? Normalement, eh bien, quelle est l'échéance? Il y aura une demande, il y aura un 2e jugement. Oui. Et après, effectivement, les juges qui sont compétents donneront leur décision. Et ce sera une décision définitive du point de vue du droit de la Grande-Bretagne, du point de vue du droit du Royaume-Uni. D'accord. Ensuite, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, mais comme nous savons, le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suspensif. Et donc ce sera très politique. Oui. Vous voulez dire qu'il peut, même si la Cour européenne des droits de l'homme statue autrement, il peut être extradé vers les États-Unis? Si le jugement de reste à attendre la décision, premièrement, la décision des juges britanniques. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont décider au mois de mai ou juin, au moment où l'audience sera tenue? D'accord. Donc, dans mais s'il décide, non, ça ne tient pas, les arguments des avocats ou de Julian Assange ne tiennent pas. Est-ce que c'est suspensif ou pas? Dans ce cas-là, l'extradition sera possible. Ouais. Il y aura encore un recours qui a d'ailleurs déjà été introduit en 2022, un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Possiblement, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait demander de surseoir à l'exécution de l'extradition le temps qu'elle se prononce. D'accord. Mais comme nous savons, c'est pas suspensif. Donc en réalité, ça dépendra de l'appréciation politique que fera le gouvernement du Royaume-Uni à ce moment-là. Donc l'épée de Damoclès est là, elle est là encore et elle est là pour quelque temps. Absolument, ça fait 11 ans qu'il est détenu sans avoir été jugé. Aujourd'hui, il est détenu sous écrou extraditionnel et ça dit effectivement beaucoup de choses de la façon dont les États considèrent la vérité, parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'il a
qu'il a mis en avant, qu'il a divulgué des vérités qui étaient insupportables pour les États-Unis. Ça met effectivement en évidence le rapport des États à la avec liberté. la justice. D'ailleurs, vérités qui n'ont été contestées par personne, y compris par les États-Unis. Je veux dire, C'est pas contesté au fond. Ce qui est contesté, c'est la manière, le fait d'avoir divulgué quelque chose, en fait, des crimes de guerre, mais qui sont effectivement des éléments à charge contre les États-Unis. Alors, je pense qu'un État doit pouvoir accepter qu'il a une part d'ombre, et ce serait tout l'honneur des États-Unis. Oui, écoutez, on va en tout cas suivre ça. Juste un mot, Eric Alt. Vous êtes administrateur de l'association anticorruption Anticor. Où en est ce qui se passe avec Anticor, cette interdiction qu'il y a eu, où ça en est aujourd'hui? Alors, c'est pas une interdiction, c'est notre agrément qui n'a pas été renouvelé. Oui, l'agrément. Et cet agrément, effectivement, est indispensable pour nous permettre de nous constituer partie civile. Donc, c'est comme une interdiction. C'est presque équivalent à une interdiction, quoi. Je veux dire, si vous n'avez pas l'agrément. Et donc, nous avons demandé au Premier ministre de traiter ce dossier, et nous n'avons absolument aucune réponse. Donc, nous ne savons pas ce qu'on nous reproche, et probablement il n'y a rien à nous reprocher, mais les choses durent, et donc c'est le juge administratif qui va devoir traiter cette demande, plus exactement annuler le refus implicite de renouveler l'agrément, mais pendant les 6 mois ou pendant l'année où cette procédure va se poursuivre, eh bien nous ne pourrons pas agir devant les juridictions comme nous le faisons jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'Anticor ne peut pas, en attendant le jugement, en attendant cela, se porter partie civile pour une cause quelconque, comme vous le faisiez. On peut toujours signaler des faits au parquet, mais tout dépendra du parquet, et nous ne pouvons pas être partie à une procédure. D'accord. Et le gouvernement ne nous reproche rien officiellement, puisque le refus n'est pas motivé. Simplement, il ne répond pas. Et donc, c'est le juge administratif qui va devoir éventuellement annuler ce refus. Merci Eric Alt. Écoutez, on va suivre ça, on va suivre ce qui se passe avec Anticor, et on va suivre évidemment ce qui se passe avec Julian Assange. Mais quand même, je fais confiance dans la justice de mon pays ou du pays voisin. Beaucoup de questions, beaucoup de questions, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci Eric Alt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes magistrat administrateur de l'association anticorruption Anticor. On marque une courte pause sur Sud Radio et on va se retrouver dans un instant avec les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Vous savez que les Jeux Olympiques se préparent, c'est juillet-août, ça va être chaud à tout point de vue, et très bien, Paris va être le centre du monde, et l'Île-de-France va être le centre du monde. Et qui dirige la région Île-de-France? La délicieuse Valérie Pécresse, et vous allez voir, elle est très en forme, très en forme. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Une Paturel, ça, on sait ce que vous faites, mais enfin des bêtises. Non, Valérie Pécresse ne fait pas des bêtises. Et on le sait depuis sa fabuleuse campagne présidentielle d'il y a 2 ans. Et bien là, une conférence de presse, évidemment, elle vient de le faire, sur la sécurité, l'héritage, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec, évidemment, comment s'organiser pour ces Jeux Olympiques. Ça va être énorme. On va pas parler de sécurité, là on en a déjà beaucoup parlé, la peur des uns, l'espoir des autres, etc. Et puis Valérie Pécresse a fait un point de presse, voilà, une conférence de presse, et alors elle a annoncé, d'ailleurs ça a été annoncé depuis novembre dernier, les Français se sont réveillés, et puis les autres, le ticket de métro à 4 € entre le 20 juillet et le 8 septembre. À 4 € le ticket de métro. Alors ça commence, ça y est, on fait de la sélection, on fait de la discrimination. Alors c'est ça, les jeux 100%, disent les gens de la mairie de Paris qui aiment pas beaucoup Valérie Pécresse. Non, alors, donc, on ne voudrait pas de changement pour les détenteurs d'un pass Navigo mensuel. Mais alors, le ticket, ça c'est vraiment pour les touristes, 4 €, dis non. Alors,
on l'a interrogée là-dessus, Valérie Pécresse, et elle a eu cette phrase admirable qui montre qu'elle mérite de rentrer dans l'histoire. Écoutez. Alors je sais qu'il a fait couler beaucoup d'encre, mais je rappelle que si le ticket de métro est fixé à 4 € pendant l'ensemble des Jeux, c'est justement pour que personne n'en achète. C'est pour qu'il n'y ait personne au guichet à faire la queue, ce qui provoquerait évidemment l'embolie des guichets. Donc ce que nous voulons, c'est que les gens n'achètent pas de tickets individuels, et pour les détourner de les acheter, nous l'avons mis à un prix prohibitif. Voilà. Donc qu'on arrête de nous expliquer que tout le monde va payer 4 €. Les Franciliens qui ne veulent pas payer 4 € pour leur ticket pendant les Jeux n'ont qu'à s'abonner, c'est gratuit, à Liberté Plus, dès aujourd'hui et jusqu'aux Jeux. Liberté Plus, le service de post-paiement en ligne, c'est une carte ou un smartphone qui vous permet de passer... Voilà, l'essentiel c'est ça. Alors là, vous voyez, c'est formidable. Pourquoi on l'a mis à 4 €? C'est pour que vous ne l'achetez pas. Valérie Pécresse, dans ces cas-là, vous jouez petit bras. Pourquoi vous n'avez pas mis le ticket à 10 €, 20 €? Mais allez-y, mais au diable l'avarice. Vous faites un ticket, il n'y a que ces crétins de touristes qui vont venir de Cochinchine ou d'ailleurs, qui ne sauront pas qu'il y a le ticket Navigo et compagnie, qui vont l'acheter à la pièce, et alors ceux-là, écoutez, c'est les gogos de touristes, on s'en fout, mais vous les Franciliens, vous les spectateurs français, vous viendrez, vous savez de quoi vous parlez, c'est formidable. Nous avons fait le ticket à 4 € pour que personne ne l'achète. Ça, même Molière, même Alphonse Allais ne l'aurait pas trouvé tout seul, bravo, ça fait plaisir. Vous voyez que on est dirigé par des gens aigus, par des gens intelligents et par des gens qui savent ce dont ils parlent. C'est ça qui nous rassure, mais ça ne s'arrête pas là. Valérie Pécresse a aussi parlé d'autre chose. Et c'est là où on voit vraiment que les sommets sont atteints. Nous sommes dans l'Everest, nous sommes au sommet de l'Himalaya. Écoutez. Et vous dites par exemple que vous avez envie d'aller au Trocadéro. Pas de chance. Ce qui vous permet, au lieu de descendre à Trocadéro, de descendre à la station d'avant. Plutôt que de vous taper d'aller à la station Trocadéro qui va être totalement saturée. Donc c'est vraiment pour miser sur l'intelligence collective. En tout cas, on a mis toute notre intelligence à nous dedans. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche. C'est bon pour la santé. On est au mois d'août. On espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne. Donc on espère qu'entre 25 et 35 ans, on peut de temps en temps prolonger le trajet à pied. Ah, écoutez, dans ces cas-là, ma joie est là. Moi, je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'on ne perd pas son temps, nous. On est heureux. Qu'est-ce qu'elle a dit? On a mis toute notre intelligence et faire appel à l'intelligence collective. Elle a raison. Pas besoin d'intelligence artificielle quand on est à ce stade-là. L'intelligence collective. Vous voulez aller au Trocadéro? Eh ben, vous descendez à la station d'avant. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Je veux aller à Barbès? Eh ben, je vais descendre à Gambetta. Et comme ça, vous marchez un peu, vous faites du sport, ça vous fait du bien. Je veux aller Gare de Lyon, j'irai Gare de l'Est. Et alors, c'est comme ça, c'est la vie. Vous comprenez? C'est magnifique. D'abord, on va faire le ticket à 4 € pour éviter les queues devant les guichets. Intelligence collective. Et puis là, on fait effectivement, si ça va être très encombré, évidemment, ça se met le métro. Mais vous savez, Valérie Pécresse, moi je trouve que vous devriez vous concerter avec Anne Hidalgo. Pourquoi on crée des stations de métro tous les 500 mètres ou tous les 200 mètres? Multiplions les stations de métro. Faisons du métro un autobus. Voilà. Ne soyez pas timides comme ça. Vous êtes petits bras, vraiment, les gens qui nous gouvernent. Allez-y, allez innover. Enfin, écoutez, ça nous fait plaisir. Voilà, vous savez ce que vous devrez attendre en question des guichets de métro et en rapport avec les stations de métro et le ticket pour ces fameux Jeux Olympiques qui, je sens, vont être une gigantesque fête. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, il arrive que même dans les entreprises journalistiques, dans les entreprises de médias, on dit aux gens non, ça ne va pas du tout. Il y a eu 2 histoires quand même qui nous ont un peu interpellés. Celle du Jean-François Aquili, qui est journaliste à France Info, comme vous le savez. Et puis, alors, il a été suspendu depuis 10 jours et il y a une procédure disciplinaire prévue le 2 avril.
Voilà, alors c'est des règles de Radio France, il a été mis à pied, toute collaboration extérieure dès qu'elle est envisagée doit faire l'objet d'une information à la hiérarchie et de son autorisation expresse et préalable. Il était question qu'il fasse un livre d'entretien avec Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National aux Européennes. Il n'en a, paraît-il, pas parlé. Cela dit, il n'y a pas eu de contrat, le livre ne s'est pas fait avec Jean-François Achilli, donc il dit, écoutez, moi je comprends pas que je soit mis à pied comme ça brutalement. C'est vrai, c'est un problème, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on dit à un journaliste, ça les entretient avec des politiques. Mais attendez, si vous enleviez tous les journalistes qui ont des entretiens réguliers avec des politiques, vous n'auriez plus, une espèce de jungle ou de forêt vierge dans les studios de radio, de télévision et même de presse écrite. Le nombre de gens qui voient. Et je ne vais pas ici énumérer le nombre de livres de politique qui ont été faits avec des journalistes, le nombre de journalistes qui ont été, entre guillemets, les nègres, c'est-à-dire qui ont écrit des livres pour les hommes politiques, et ce sont les hommes politiques qui signent. Vous savez, je pourrais vous indiquer, et pas seulement moi, des dizaines, voire des centaines. Donc, je ne sais pas, à suivre, mais enfin, qu'un Jean-François Achilli ou quelqu'un d'autre, qui que ce soit mis à pied parce qu'il y a eu ce projet qui n'en a pas parlé, alors que on aurait pu comprendre si ce projet avait eu lieu. Je constate aussi que quand il s'agit de femmes ou de maris, d'hommes ou de femmes politiques, on n'est pas si regardant, pas toujours. Et puis alors autre chose aussi à la Provence, c'est que la Provence appartient aujourd'hui au PDG de la CMA-CGM, Rodolphe Saadé qui vient d'acheter le pôle média de Patrick Drahi et de Altice, comme vous savez, BFM TV, RMC et autres. Eh bien, Rodolphe Saadé avait ordonné une autre mise à pied du directeur de l'action pour une une. Alors cette une, c'était ça, Macron était venu à Marseille, et la manchette disait « Macron, il est parti et nous, on est toujours là ». D'après la haute direction ou les actionnaires, c'était un crime de lèse-majesté, et le rédacteur en chef, le directeur, si vous voulez, de la rédaction, à cause du choix éditorial, donc Aurélie Viers a été convoqué, et on a fait une procédure, si vous voulez, presque je dirais en tout cas le licenciement, etc. Mais la rédaction a réagi. Ils ont voté le vendredi dernier, ils ont voté à 79% une grève illimitée et une motion de défiance contre la direction générale et le groupe de presse, la CMA-CGM Why Not Media. Voilà, la rédaction de la Tribune dimanche, également, autre acquisition de Saadé, a voté massivement pour une grève mardi. Quand les journalistes se réveillent, c'est toujours une bonne chose. Quand les journalistes se réveillent et prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils constituent quand même une force et un pouvoir. En tout cas, la mise à pied a été levée. Le journaliste a réintégré sa rédaction. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même que tous ces braves gens comprennent que dans liberté d'expression, il y a l'expression de la liberté. Et que s'ils commencent à jouer avec ça, on est très 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 mal parti. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver après les infos de 13h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, nous aimons les traités de libre-échange, n'est-ce pas ? Nous aimons ça beaucoup, mais c'est intéressant parce que est-ce qu'on demande au Parlement, etc., de savoir, vous savez, on a parlé du Mercosur, on a parlé de la CETA, on a parlé de la viande du Chili, de l'Argentine, on parlait du poulet ukrainien, bien sûr. Et alors, et qui décide si tel ou tel traité doit s'appliquer ? Nous, on pensait naïvement que c'était le pouvoir législatif, l'Assemblée, le Sénat. C'est plus compliqué que ça. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dalibi Montana, oui, un rap dur, si on peut le permettre. Alors,
Pourquoi on vous en parle? Parce que vous savez que Valérie Hayer, qui est la tête de liste Renaissance aux Européennes, passe évidemment sur tous les fenestrons, radio, télévision, et c'est normal, puisqu'on est en pré-campagne des Européennes, qui, c'est, je vous le rappelle, le 9 juin, pour le cas où quelqu'un aurait oublié, le 9 juin prochain. Alors, on l'a interrogé sur le CETA. Vous savez, le CETA, c'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas très d'accord et qui n'ont pas envie du CETA. Voilà. Et ça a été, il faut le dire, rejeté à 82% par les sénateurs jeudi dernier. Et oui, coalition de sénateurs de droite, à l'initiative des élus communistes droite et gauche. Alors le traité doit maintenant être étudié par l'Assemblée nationale, et donc on a interrogé Valérie Hayer donc sur ce qu'elle pensait du CETA et du vote du Sénat. Écoutez. Le CETA, cet accord de libre-échange donc signé avec le Canada, rejeté par le Sénat la semaine dernière. Le texte doit venir à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mai, donc juste avant les élections européennes. Pour être bien clair, si jamais le texte est rejeté à l'Assemblée nationale, juste avant les européennes, ça signifie très clairement que le CETA est mort et enterré, qu'il ne s'appliquera plus. On aura une discussion et ce sera la décision du gouvernement de voir quelles sont les prochaines étapes. Ce sera la décision du gouvernement de voir quelle position sera prise par ailleurs. Quel que soit le vote de l'Assemblée nationale, le CETA pourrait donc finalement continuer de s'appliquer. Il pourrait. C'est pas beau ça? Est-ce qu'on n'est pas en démocratie? Je vous rappelle depuis un certain Montesquieu qu'on parlait des 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Donc le journaliste pose la question de manière extrêmement logique. Donc si l'Assemblée nationale rejette le CETA, il est mort et enterré? Ah, pas du tout. Pas du tout, dit Valérie Hayer, pas du tout. Le gouvernement décide. Attendez. Le gouvernement décide, c'est l'exécutif. Donc, le législatif ne pèse pas son pesant de grammes de cacahuètes. Ça sert à rien. Ah non, j'ai pas dit ça. Je traduis un peu le langage aérien. Non, j'ai pas dit ça. Et pas aérien, bien sûr. Non, simplement, voilà, c'est le gouvernement qui décide. Écoutez, on est en démocratie. Mais oui, on est en démocratie. Bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Piero San Giorgio, auteur de Survivre à la peur aux éditions Culture et Racines, et c'est préfacé par Laurent Bertone. Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour. Alors Piero San Giorgio, on peut dire que vous avez un parcours très spécifique et très original. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez reçu pour votre précédent livre, Survivre à l'effondrement économique. Bien sûr, et j'avais trouvé ça très intéressant, ce livre aussi, parce que vous avez votre cohérence, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins vous avez cette cohérence et on va essayer de l'inventorier avec vous. Piero San Giorgio, je rappelle quand même, parce que c'est ça qui m'a frappé, c'est que j'ai regardé un peu votre parcours. Vous étiez entrepreneur high-tech, vous occupiez des marchés émergents aussi bien en Europe de l'Est qu'au Moyen-Orient qu'à l'Afrique. Donc vous étiez à la fois financier, je sais pas, peut-être pas trader, mais au moins financier, enfin bon, pas loin. Vous avez amassé une certaine fortune. Et puis, il y a à peu près 20 ans, vous dites, oui, ça c'est très bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est ailleurs, l'essentiel est dans la survie. Alors, je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous étiez quelqu'un qui avait très bien réussi dans ce que vous faisiez, les affaires, les marchés émergents, l'économie de pointe, la haute technologie. Qu'est-ce qui a provoqué, je dirais, un déclic? C'est vrai qu'après une vingtaine d'années dans les logiciels et travailler pour des grandes sociétés américaines en tant que cadre supérieur et même avec ma propre entreprise, j'ai eu un petit déclic qui était basé tout d'abord d'une conscience écologique, puisqu'en voyageant à travers le monde, je me suis rendu compte à quel point ces 4 milliards de personnes qui existaient lorsque je suis né, et ces 8 milliards aujourd'hui, consomment de plus en plus, utilisent des énergies, des matières premières, nécessitent de chauffage, transport, nourriture, et le résultat est une grande pollution qui détruit beaucoup les environnements, sans même parler de réchauffement climatique. On reste vraiment du terre à terre, c'est la pollution des eaux, des sols, et la destruction d'environnement qui pousse aussi à ces vagues migratoires que l'on connaît. Et ça, c'était première prise de conscience qui ajoutait à la prise de conscience des énergies. J'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient avec des grands groupes pétroliers, Total. J'étais proche de Marjorie lorsqu'il s'occupait du Moyen-Orient pour Total, mais aussi donc j'ai bossé avec comme client Saudi Aramco, Koweït Petroleum et plein d'autres. Ouais. Et tous me disaient, voilà,
voilà, à partir de 2020, attention, le pétrole bon marché, ça risque d'être plus difficile. Alors certes, les pétroles de schiste nous ont donné un petit peu plus de temps, mais voilà, on arrive à un moment de tension et que donc la géopolitique s'en mêlera et s'en mêle. L'Irak n'était pas exactement un pays connu pour ses pâquerettes, mais plutôt pour son sous-sol, et a attiré un petit peu les États-Unis. Et bref, donc cette deuxième prise de conscience m'a fait se rendre compte que nous avons besoin de toutes ces énergies, ces matières premières. On rentre dans une période de crise. Et enfin, dernier point, lorsque nous considérons comment l'économie s'est développée depuis les années 80, c'est-à-dire énormément de création de dettes, aujourd'hui on dépense $3 ou $4 on crée 3-4 $ de dette pour créer $1 ou €1 de... On l'a parlé au début d'émission de la dette française, nous parlions que de celle-là. Qui est catastrophiquement élevée. Eh bien, on arrive vers une convergence de ces tendances lourdes qui, entre 2020 et 2025, du moins j'écrivais ça en 2011 et j'ai commencé à penser ça en 2005, nous amène dans des situations de crise, inflation, peut-être guerre, et plus s'y entendre parce que malheureusement la liste des catastrophes potentielles est longue. Et donc j'ai commencé à cette époque-là à me préparer personnellement pour ma famille, mes amis, à réfléchir sur comment on peut avoir plus d'autonomie, plus de résilience, tout en gardant un pied dans le monde du travail, des affaires. Et c'est vraiment en 2011 où j'ai fait le saut avec l'écriture de... C'est en 2011 que vous avez abandonné... Non, vous continuez vos affaires ou pas très peu. Très peu. D'accord. Bon, c'est aussi parce que j'ai un peu les moyens de ça, mais et que j'ai la chance que les livres se marchent très bien. Oui. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai un peu arrêté le travail, certainement salarié. Et puis j'ai quelques ventures par-ci par-là, mais sont relativement modestes par rapport à ce que j'ai fait. Et donc depuis 2011, vous vous êtes vraiment mis à ce travail d'écriture, de recherche et vous-même. Alors, je voudrais savoir, puisqu'on a parlé aussi, on avait parlé de cela et dans ce que j'ai lu. Vous avez donc créé votre propre espace en Suisse. Je sais pas, c'est une ferme, c'est un... Oui, j'ai acheté une petite ferme avec un petit terrain autour, dans lequel pour le plus grand plaisir de mes enfants, ils étaient petits à l'époque, on a vécu et travaillé pas comme un agriculteur, pas comme un paysan, parce que on fait ça de manière un petit peu artisanale, un petit peu locale. Et puis, voilà, j'ai un travail intellectuel dans l'écriture et bien sûr quelques activités et les conférences à l'international à l'époque. Me garder un pied dans le monde entre guillemets moderne, parce que je ne suis pas contre la modernité, je ne suis pas contre la technologie, simplement essayer de trouver un équilibre un petit peu différent. Il se trouve que je suis en Suisse, dans un pays très sûr, encore, ça va, mais qui se dégrade comme beaucoup d'autres pays malheureusement, et nous voyons ces tendances nous rattraper aussi. Donc forcément, mon travail, c'est aussi de donner l'alerte. Alors, il y a 11 ans, on disait, mais non, il y aura jamais d'inflation, il y aura jamais de guerre, il y aura jamais de pandémie, etc. Statistiquement, on commence à avoir des risques qui augmentent. Et, d'année en année, le public commence à comprendre que la tendance est comme je l'avais non pas prédite, non pas prophétisée, c'était une logique, c'était scientifique, à la limite. Qu'on se demande, oui, c'est ça, jusqu'où mettre le curseur, jusqu'où pousser, et quelles lignes rouges sont franchies. On va en parler, on va entrer dans les détails de votre livre, dans les détails de tout ça, parce que beaucoup de questions sont là, et c'est vrai que c'est très important. On parle beaucoup, vous savez, de la fin du monde. Et est-ce que c'est la fin du monde ou la fin d'un monde? C'est ça, c'est certainement la fin d'un monde. Et mon souci principal ces dernières années était que, bien que de centaines de milliers de lecteurs me disent j'ai changé ma vie, j'ai bougé, j'ai quitté les grandes villes pour aller plutôt vivre à la campagne, etc. J'ai travaillé mon autonomie, mais tes livres me rendent angoissé, parce que maintenant je commence à imaginer des catastrophes, des guerres civiles, plein de choses qui sont pas impossibles, qui sont improbables. Exactement, Mad Max. Et donc moi je leur dis non, mon objectif c'était au contraire par l'action et la préparation de se désangoisser. Et donc cet élément-là était un échec pour moi. Ouais. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu ce livre Survivre à la peur, qui est censé nous faire comprendre cette émotion. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Piero San Giorgio. Et puis avec vous aussi au 0826 300 300, peut-être vous voulez témoigner, poser vos questions à notre invité Piero San Giorgio aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs de la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le pape Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur ». L'écrivain Piero San Giorgio dit « survivre à la peur ». Effectivement, et c'est d'ailleurs tout le problème, et c'est très intéressant parce que vous posez plus qu'une question, vous avez fait des enquêtes et un essai là-dessus, c'est qu'on se dit parce qu'il y a toujours cette chose qui moi aussi me pose question, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de problèmes qui sont là, et les nier serait évidemment se mettre, faire l'autruche et avoir la tête dans le sable. Et d'un autre côté, il y a, je dirais, les trafiquants, les marchands d'Apocalypse, les commerçants de l'Apocalypse, qui vous ont dit, ça y est, c'est foutu, tout est fini, si vous ne faites pas, vous savez, ce que j'appelle le management par la peur. Bon. Et moi, c'est vrai que dans la vie personnelle, autant ça m'intéresse quand on pose les vraies questions de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la pollution ou au niveau de la raréfaction. Alors, deux questions. D'abord, effectivement, quand j'entends Greta Thunberg, j'ai pas tellement envie de suivre ça, parce que c'est très bien « how dare you », mais le trafic sur l'émotion ne suffit pas. Et d'un autre côté, la question que je vais vous poser par rapport à ce que vous dites, est-ce que quand même... est-ce qu'on n'a pas toujours, et je fais effectivement l'optimiste, peut-être exagéré, mais est-ce que la technologie, regardez par exemple, et vous le savez mieux que moi, Piero San Giorgio, d'abord, on a beaucoup moins de pauvres qu'il y a 30 ans, la famine a reculé, l'espérance de vie a augmenté, enfin je parle au niveau des siècles, on peut pas dire qu'on est allé vers des régressions sanglantes. Alors, comment faire la part des choses entre effectivement ce qu'il faut développer, et vous me parlez du pétrole, mais regardez le pétrole, on disait, moi je me rappelle, il y a encore 50 ans, j'écoutais que ce soit d'un côté, c'était... Je m'appelle très bien, c'était la croissance zéro et les villes vont être absolument noyées. On vous le dit il y a 50 ans, regardez ce qui se passe. Les gens continuent à construire au bord des mers, je dis pas qu'il n'y a rien. Deuxièmement, je state the case, enfin je fais le cas, et que on disait c'est fini, puis on ne pourra plus rien faire, et puis on vous dit ne voyagez plus, ne faites plus rien. Et d'un autre côté, on a l'impression que le pétrole, il y a toujours, on en trouve effectivement, gaz de schiste ou pas, je ne discute pas de la valeur, mais on en trouve encore, il y en a encore, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que à chaque fois que, et c'est vrai que la population a plus que doublé ou triplé, mais on a l'impression que on trouve quand même des solutions. Et vous vous dites oui, mais attention, quelle solution et jusqu'où? C'est tout la vraie question entre les optimistes et les pessimistes. Oui, on trouve des solutions, d'autant plus si on est dans un monde libéral, parce que c'est l'inventivité humaine qui nous apporte des solutions. Néanmoins, on l'est de moins en moins, on est de plus en plus, hélas, dans un monde de plus en plus dirigé, et avec des économies un peu planifiées qui sont pas exactement des recettes de succès historiquement. Je fais remarquer, c'est vrai, on a des solutions, on a des capacités à trouver. D'ailleurs, je n'ai jamais dit qu'il y aura plus du tout de pétrole, par exemple. Je dis simplement que le pétrole bon marché va commencer à se tarir, maintenant. D'accord. Mais par exemple, on a par exemple, vous parliez d'innovation. Il y a des cas dans l'histoire où l'innovation n'a pas sauvé les civilisations. Et il y a des civilisations qui s'effondrent. Ça arrive. Alors, pas toutes simultanément. Et j'ai étudié l'effondrement de la Yougoslavie, l'effondrement de l'Union soviétique, l'effondrement si on remonte plus loin à Rome, ou même des crises ponctuelles et géographiquement contenues, comme l'Argentine en 99, je crois, et quelques autres qui ont amené, ou la crise de la République de Weimar dans les années 20, qui ont amené à des bouleversements politiques, des bouleversements économiques, parfois des millions de morts par famine, etc. Donc, je n'appelle pas à la fin du monde du tout. D'abord, je ne souhaite rien du tout de négatif. Néanmoins, j'avertis sur des tendances qui peuvent nous apporter à des approches difficiles. Et la réaction qu'on a à ces annonces peuvent être angoissantes, effrayantes. Et cette peur est effectivement une émotion qui nous veut du bien, qui est là pour nous alerter. Elle nous fait réagir de manière instinctive à des dangers. Et on a tendance, parce qu'on est humain et on a un cerveau qui est capable de nous projeter dans l'avenir, à projeter ces peurs sur des événements futurs, réels ou imaginaires, qui nous créent des angoisses, qui s'ajoutent à tous les stress du quotidien, etc. Et ces angoisses
si elles restent durables dans notre vie, elles ont des effets délétères sur notre santé, sur notre psychisme et même sur notre manière de réfléchir et simplement de profiter de la vie. Il faut être épicurien, il faut savoir être dans le carpe diem, jouir de la vie, mais aussi... Oui. Voilà, être prévoyant et... Mais Pierre Giorgio, n'y a-t-il pas, encore une fois, et c'est pas faire de la politique que de lire ça, quel que soit le pouvoir, droite, gauche, centre, haut, bas, est-ce qu'il n'y a pas quand même une volonté, vous le savez, de management par la peur, c'est-à-dire, on a envie de vous garder comme des gens dociles et des bons moutons, ayez peur du réchauffement climatique, ayez peur du Covid, ayez peur de Russie, Ukraine, etc., ayez peur d'eux. Et résultat, évidemment, la peur étant la chose du monde la mieux partagée, on se dit, oulala, je vais surtout pas bouger, et voilà. Vous auriez pu écrire la préface. C'est exactement ça, et depuis très longtemps, je me souviens d'avoir lu ça dans les écrits de César, la peur de l'ennemi, la peur de l'étranger, la peur de l'ennemi intérieur, la peur de la crise économique, etc., ont souvent été apportés et utilisés par les hommes de pouvoir, les politiques, pour... faire en sorte que la population les écoute, les suive, mais à condition qu'ils apportent une solution. Solution qui parfois peut foirer, mais en général une solution. On disait, voilà, faites-moi confiance, je vais faire en sorte que l'ennemi extérieur soit maîtrisé ou battu, etc. Depuis quelques années, on nous amène peur sur peur sur peur, sans les solutions qui vont avec. On a même des débats politiques où chacun amène avec sa peur. L'un ou l'une arrive avec la peur. Et elle se juxtapose. Et personne n'arrive avec la solution qui va réellement résoudre ou qui pourrait résoudre raisonnablement la source de ces peurs. Et donc, nous sommes dans une sorte de spirale d'anxiété croissante, encore une fois, qui s'ajoute au quotidien, au monde moderne, qui a des éléments stressants. On voit que lorsqu'on est sur une plage, du Sénégal, pour Greta, elle ferait bien, notre amie Greta, elle ferait bien d'aller voir comment les enfants, à qui on aura vraiment, pour le coup, volé leur enfance, travaillent dans les mines de cobalt du Congo, où elle verra que c'est autre chose que Stockholm. Pour nous donner des voitures électriques. Exactement. Voilà. Donc, lorsqu'on est quand même dans un pays relaxé au soleil, sans aller jusqu'à Dakar, ça peut être chez moi en Italie, c'est sûr que là, le stress, il se réduit. Mais dès qu'on revient dans notre train-train quotidien, vous avez quand même pas mal de trafic ici à Paris. C'est le stress quotidien, les petits chefs, le conjoint, les enfants. Voilà, c'est la vie. Mais constamment, cet effet de stress va avoir un impact sur notre psychisme, sur notre santé, qui va même nous faire prendre des très mauvaises décisions de vie. Alors justement, c'est le sujet de votre livre, on va en parler, mais je voudrais juste qu'on l'aborde un peu. Vous dites justement survivre à la peur. C'est bien, c'est le titre de votre livre et c'est le sujet. À votre avis, deux choses ici. D'abord, est-ce que le survivalisme n'est pas l'apanage des gens qui ont les moyens de survivre? Vous voyez, je ne parlais pas de vous, je parlais de Mark Zuckerberg qui s'est acheté un sublime bunker et je sais pas combien d'hectares à Hawaï et qui va faire un bunker de 5000 mètres carrés. Oui, c'est vrai, mais on est combien à avoir les moyens de Mark Zuckerberg? Oui, vous et moi prenons une assurance vie, une assurance incendie. Il y en a qui s'achètent des îles privées, comme mon ancien patron Larry Ellison, pas loin de Zuckerberg, à Hawaï, et qui creusent des bunkers dans lesquels ils reproduisent finalement le monde et le luxe dans lequel ils sont habitués à vivre. Bon, quand vous avez 100 milliards de fortune, en dépenser un demi pour ce genre de lubie, pourquoi pas? Après, je pourrais vous expliquer en détail pourquoi c'est une solution qui est un peu idiote, mais effectivement, après ça fait parler et les gens s'imaginent que lorsqu'on doit, pour s'en sortir, il faudrait pouvoir se payer des choses aussi exubérantes. Non, en réalité, les gens ne sont pas morts, même pendant les guerres ou même pendant des situations atroces parce qu'ils n'avaient pas de bunker. Il faut savoir être un petit peu roublard dans sa tête, il faut être un petit peu malin, il faut savoir feinter un petit peu, mais surtout il faut avoir accès aux besoins physiologiques de base qui sont... Alors, justement, on va en parler juste après cette petite pause. Là, on va entrer dans le détail des détails. Piero Sangiorgio, je vais vous dire que, voilà, moi j'ai envie, et on est des millions, qui ont envie de survivre sans avoir les moyens de se bâtir des bunkers ou des places fortes, etc. Qu'est-ce que moi je fais en 2024, moi habitant de l'Occident, sans vouloir mettre ma tête dans le sable, sans vouloir avoir peur, parce qu'on ne vit pas seul. Qu'est-ce que je fais? On va en parler. Non, on va en parler tout de suite après cette petite pause. Peut-être que vous nous appelez depuis votre bunker, peut-être que vous avez pris vos précautions, appelez-nous 0826 300 300 pour témoigner et pour poser vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Survivre à la peur, Piero San Giorgio aux éditions Culture et Racines. Alors Piero San Giorgio, je ne suis pas Mark Zuckerberg, je ne suis pas Larry Ellison, je ne suis même pas Piero San Giorgio. Comment je fais ? Je vais dire voilà, moi je comprends qu'il y a un certain nombre de problèmes, d'essayer de vivre le plus sainement possible, d'essayer de diminuer son stress, mais je dois nourrir femme et enfants ou mari et enfants, je dois gagner ma vie, je suis dans le système, je n'ai pas les moyens de m'évader complètement du système, mais il y a effectivement des alternatives. Alors concrètement, quelle pourrait être une alternative pour, je ne dirais pas le plus grand nombre, mais pour en tout cas un certain nombre de millions de gens qui ont envie d'avoir autre chose ou de vivre autre chose? Alors moi j'ai toujours une approche du fait de mon éducation francophone, française, d'abord de comprendre un problème, l'analyser, comprendre les tenants, les aboutissants. Donc qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, les supermarchés qui sont remplis de nourriture, eh bien, en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement, pourraient se vider. C'est arrivé de manière ponctuelle en 2020, c'est pareil pour l'électricité, etc. Et donc, il faut répondre à ces besoins physiologiques que nous avons tous, dans l'eau, la nourriture, eau propre, potable, nourriture. Et on peut commencer, et ça c'est important de manière pragmatique, de manière toute petite, sans planifier le bunker à 500 millions. Commencez avec, lorsque vous faites vos courses pour 50 € pour la semaine ou pour la journée, ça dépend des endroits. Ouais. En Suisse, c'est un café presque, mais de prendre un petit peu de nourriture supplémentaire que vous mettez de côté. Évidemment, pas périssable, des conserves, etc. Alors vous allez me dire, c'est pas la nourriture la plus saine du monde. Mais vous la mettez de côté, vous la mettez dans une armoire, un placard. De votre côté, ouais. Et puis vous réfléchissez comment vous allez la cuire. Est-ce que vous avez un réchaud à gaz? Peut-être que vous gardez chez vous un peu d'eau pour faire cuire. Parce que des gens me disent, j'ai acheté plein de pâtes. Est-ce que tu as de l'eau pour les faire cuire? Ah non, j'ai oublié. Ah ben voilà. Et si l'eau est dégueulasse ou qu'il n'y en a pas, bon, vous avez la Seine, ici ça va, c'est tout près. Mais est-ce que vous avez des récipients pour aller chercher l'eau? Est-ce que vous avez des filtres, etc. Ce sont des petites choses toutes simples, qui sont peu onéreuses et que vous pouvez faire. Et ça vous rassure. C'est comme une assurance vie, c'est comme une assurance incendie. Vous ne souhaitez pas que ça arrive, mais vous la prenez quand même au cas où. Et après, vous travaillez parce que ça, ce n'est pas c'est de la résilience pendant un certain temps, mais ce n'est pas de l'autonomie. L'autonomie s'ajoute par-dessus. Alors, au-delà des réserves. Comment on essaye de bâtir cette autonomie? Bien d'abord, c'est les connaissances, c'est comprendre de quoi nous avons besoin et quelles sont les compétences que nous devons acquérir pour, par exemple, même en ville, faire un petit potager urbain, mais même minuscule pour commencer. Apprendre à avoir ce pouce vert qui peut-être plus tard vous amènera, en cas de crise, comme pendant la guerre, à planter des topinambours sur les plates-bandes dans les stades et au bord des rivières et dans les terrains vagues. Certes, la population est beaucoup plus nombreuse que pendant la guerre, par exemple, mais ce sont des étapes, ce sont des étapes mentales surtout. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir toutes les préparatifs possibles pour la nourriture, l'eau, l'énergie, se chauffer, les liens sociaux et se défendre. Si nous n'avons pas maîtrisé notre mental et donc nos réactions face aux peurs et face aux dangers qui, dans ce cas-là, sont là et qui seront très stressants. Nous l'avons tous vécu probablement dans les tout premiers jours du confinement du Covid. Tout d'un coup, on avait une grosse question. On voyait les gens se ruer sur le papier toilette, etc. Un peu à la dernière minute. Mais on s'est tous posé ces questions en disant, et si ce truc durait longtemps? Et bon, moi j'étais prêt dans mes montagnes, mes amis m'ont rejoint, etc. On était tous un peu, mais on avait quand même du stress. Et ça m'avait forcé à ce moment de dire, non, mais je dois mieux travailler cette réaction au stress et donc à la peur et à l'angoisse. Parce que si on perd nos moyens, notre préparatif ne sert à rien. Bien sûr. Donc il y a un préparatif psychologique, mental à cela. Mais par exemple, pour aller vers l'autonomie, est-ce qu'il faut les autres? Est-ce qu'à votre avis, un certain avenir ou une certaine alternative, disons, est dans une espèce de réunion collective, non pas un kolkhoz ou un sovkhoz ou un kibbutz, mais quand même de réunir des énergies et de faire en sorte qu'il y ait des synergies, des complémentarités? Alors, on a autant d'approches que d'avis et d'individus. Moi, je crois que oui, je crois qu'on a besoin des autres parce que nous ne pouvons pas être spécialisés dans tout. Moi, je sais pas fabriquer des chaussures en cuir, hein, par exemple. Ouais. Mais j'ai d'autres compétences. Des amis proches en ont encore d'autres. Et de toute façon, l'idée, c'est pas de remonter à un monde médiéval ou que sais-je. L'important, c'est déjà de tenir une période difficile, etc. Non. Un jour peut-être, mais pour l'instant, on a quand même encore des technologies, de la communication. Simplement,
nous faisons face aux résultats de décennies d'individualisme de plus en plus forcené, qui s'est accentué d'ailleurs avec le Covid, puisque maintenant on a le cinéma, la nourriture livrée à la maison, tant que ça fonctionne. Et donc on a finalement un confort qui est d'une part une facilité et d'autre part qui nous rend addict, qui nous rend accro ouais. à cette facilité, à ce confort avec les écrans dans tous les sens. Combien de gens ont des amis sur les réseaux mais n'ont plus d'amis en vrai? C'est terrible, c'est triste parce que c'est avec les ouais, je mais je n'aime pas. Je suis un bon vivant, moi j'aime la bouffe, les femmes, les amis, sortir, rigoler. Et depuis toujours. Donc, on n'est pas dans une, on est dans une sobriété, certes, on espère heureuse, mais tranquille. On va pas non plus, on n'est pas des Spartiates qui se préparent à la guerre. Non, bien sûr. Encore que aujourd'hui. Mais donc ce que vous dites en fait quelque part, Piero San Giorgio, vous dites en fait augmenter son champ d'autonomie, c'est-à-dire pas se dire je vais dépendre de l'ubérisation, je vais dépendre de ceci ou de cela, je vais essayer en tout cas, je dirais pas d'avoir mes propres ressources, c'est vrai, on n'est pas, les enfants des villes sont pas habitués à ça, ils sont habitués à se faire servir, enfin moi le premier, et puis d'autres, quand je dis se faire servir, on a tout à côté, on se dit bon, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Vous vous dites, oui, mais ça peut arriver, donc préparez-vous. Oui, c'est pour ça que je dis il y a autant de solutions que d'avis, parce que il y a des gens qui ont fait ça dans le passé. Dans les années 70, on allait faire du fromage de chèvre dans le Larzac ou ou que sais-je. Il y a eu des mouvements. Les communautés. Absolument. Vous parliez tout à l'heure des communautés. On parlait en off des kibbutz, etc. Ce sont été des mouvements qui avaient des choses intéressantes, des choses dont on peut encore apprendre. Mais à chacun de faire ce qu'il veut. Beaucoup de gens, on a vu pendant le Covid, ont fui les grandes villes parce qu'ils avaient les moyens et ils sont allés dans leur petite maison secondaire ou grande maison secondaire dans les campagnes. Mais ça, c'est pas de l'autonomie, c'est déjà une étape, c'est déjà... Ou même retrouver leurs parents s'ils n'avaient pas, enfin leurs parents ou des familles, des cousins, même s'ils n'avaient pas les moyens d'avoir une maison. D'où l'importance du lien, d'où l'importance de la famille, d'où l'importance de l'amitié, qui sont des choses simples, des choses qu'on a tous la capacité de mettre en place, qui coûtent normalement pas d'argent. Quelques cadeaux de temps en temps, qui sont généralement réciproques, mais on doit redécouvrir l'être humain que nous sommes, qui a besoin de l'autre. Nous ne sommes pas faits pour être des individus forcenés. On doit. Après, moi, je suis un solitaire, par exemple. Moi, j'ai un caractère de solitaire. Je suis très sociable, mais j'ai un caractère solitaire. J'aime bien être tout seul. Pendant le Covid, j'étais aux anges. J'étais content d'être chez moi avec ma famille et de voir personne. Mais la plupart des gens ont besoin. Chacun un tempérament. Bien sûr. Son tempérament, absolument. Je crois que nous avons des auditeurs qui voudraient s'exprimer. Oui, c'est Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, monsieur Di Borgo, bonjour. Oui, monsieur Di Borgo... San Giorgio, excusez-moi. San Giorgio. Ouais, dites-moi. Allez-y, Philippe. Okay. Votre courant est plutôt un courant Samuel Huntington, le choc des civilisations. Moi, pour ma part, je rentre un petit peu dans le sujet très vite. On a des problèmes, on va dire, de civilisation. C'est plutôt action-réaction. Moi, je serais plutôt pour le deuxième amendement de la Constitution américaine et la NRA. Vous voulez dire avoir des armes et les utiliser, c'est ça? Oui, au même titre que la Suisse, dont vous connaissez bien la culture. Francis. Et moi, je suis pas du tout du genre en tout cas, de la réflexion de Fukuyama, la fin de l'histoire, pas du tout. Mais on a un gros problème. André a déjà reçu quelqu'un d'imminent. C'est le frérisme et ses réseaux de Florence Bergeau-Blaclair. On a une ingérence islamiste et une déstabilisation des démocraties occidentales. Et là, on est confronté directement à un choc de culture. Et qu'est-ce que vous vous proposez? Parce que là, on est devant un fait accompli. Oui, ce que vous voulez dire, Philippe, c'est qu'il y a ce que décrit Piero San Giorgio et le problème de l'environnement et le problème, parce que c'est ça le sujet de son livre, et vous dites, mais est-ce que vous ne faites pas l'impasse sur les chocs de civilisation ou pas? Piero San Giorgio. Deux choses. Alors, sur la défense, c'est un des éléments sur lesquels on peut se préparer. Dans le cadre de la légitime défense, je précise, et parce qu'en Suisse on est très armé, mais on les utilise très peu, même quasiment jamais, et fort heureusement. Et c'est peut-être lié. Deuxième point, effectivement, les changements de culture dans un pays, les changements même de population,
par différents phénomènes de migration et de taux de reproduction différents d'une ethnie à l'autre. De démographie, oui. On doit voir les choses et les appeler comme elles sont. Elles sont créatrices d'angoisse. Elles sont créatrices d'angoisse d'ailleurs pour tout le monde, pas seulement pour les nouveaux, comme pour les anciens. Maintenant, j'essaye d'écrire des livres qui tiennent compte de ces problèmes, mais qui sont aussi lisibles par des gens de toutes les cultures. Je suis traduit en arabe, en turc, etc. Donc, j'essaie d'être, systématique dans mon approche, plus que par rapport aux problèmes qu'il y a en France, ou en Angleterre, ou aux Pays-Bas, ou en Allemagne. Cela dit, tout pays qui voit un changement important de sa population, et par exemple, prendre un exemple un peu exotique, entre guillemets, le Maroc a les mêmes problèmes qu'en France, sauf qu'on n'en parle jamais, mais au Maroc, ils sont remplis de migrants. Par exemple, africains, d'Afrique subsaharienne, et qui posent des problèmes sociaux, parce qu'en plus il n'y a pas le filet social comme vous l'avez développé en France, et donc nous avons partout ces problématiques qui, dans le cadre de mon sujet aujourd'hui et dans ce livre que j'ai écrit, sont des éléments stressants, angoissants, parce que dans la réalité il y a une augmentation de l'agressivité, des agressions, des crimes. Ce qu'on appelle les incivilités, mais c'est plus que des incivilités, c'est extrêmement violent, c'est même de l'ultra-violence par moment, et les statistiques ne mentent pas. Et vous disiez tout à l'heure quelque chose de très juste par rapport à la vie qui s'est améliorée absolument depuis la fin des années 90. La santé, la pauvreté a baissé dans le monde, etc. Mais depuis quelques années, on voit une inversion des courbes, pas partout, mais particulièrement en France, en Angleterre, dans quelques pays, au Royaume-Uni, on a une inversion de la courbe, notamment dans la violence, chose qui rend un chercheur comme Steven Pinker, qui a écrit sur l'augmentation de la paix dans le monde, qui invalide cette analyse, qui dit voilà, les courbes changent, et on a une augmentation, comme d'ailleurs Laurent Berton, qui a écrit ma préface, en parlait déjà dans France Orange Mécanique. On a une inversion de la criminalité qui monte en flèche. Et donc on doit y faire face. Mais c'est vrai, Pierre-Eugène Giorgio, juste pour prolonger cette discussion, c'est vrai que par exemple aux États-Unis, phare et parangon du progrès, de la technologie, etc., la population diminue. Il y a une obésité, des crises d'obésité. L'espérance de vie diminue, tout à fait. C'est ça. La population, elle augmente très fort en ce moment, du fait des nouveaux arrivants. Mais absolument, vous avez raison, l'espérance de vie, elle décline d'une demi-année chaque année. C'est énorme pour un pays développé. Mais au fond, c'est intéressant parce que ce problème de la survie, il a été effectivement, c'est ça qu'il a été un peu caché, ou en tout cas peut-être un rideau de fumée, par les prophètes d'Apocalypse dont on parlait, parce que voilà, c'est fini. Moi, j'ai été très très frappé par le phénomène des sectes, enfin que vous connaissez. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Et au fond, comment empêcher, je sais que ce n'est pas, vous posez pas du tout en gourou, mais quand même, comment empêcher effectivement, parce que, oui, la question que je voulais vous poser, vous n'avez pas songé à entrer, je dirais, quand je dis en politique, à faire une formation, à aller plus loin, puisque vos livres ont le succès qu'on sait, vous n'avez pas eu envie de rentrer, je ne sais pas, de faire un parti, une Europe Écologie, pas les Verts, mais autre chose? Aïe. Est-ce que vous avez eu cette tentation, franchement? Plus jeune, peut-être, mais je pense que j'influence un peu plus par mes livres, et je suis très de tendance libertarienne, presque anarchiste, si ça existe, anarchiste de droite, mais je suis ni de droite ni de gauche, mais je suis plus anarchiste et libertarien, avec un petit L, on se modère, mais la politique me semble en ce moment très très compliquée. En plus, on voit des profils très étranges qui sont portés au pouvoir de plus en plus. Des profils qui ne me correspondent pas, ni éthiquement, ni même dans mes mœurs personnelles. Ça me paraît difficile. Maintenant, tout est politique, et comme on dit, la politique s'intéresse à vous au bout d'un moment. Certes. Donc, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'occupe de vous. C'est ça. Je crois que c'est Platon donc ça date pas d'hier. Et c'est vrai que malheureusement, on a besoin. Alors, j'ai la chance en Suisse d'avoir encore un système qui fonctionne par démocratie directe. Mais même celui-ci commence à être. On voit des lois poussées et votées par le peuple qui sont ignorées, qui ne sont plus appliquées. Même en Suisse, on a voté l'expulsion de criminels étrangers. Elle n'a pas été appliquée, jamais. C'est étrange pour une démocratie directe. Donc, on voit qu'il y a
Voilà, les gens qui appliquent les règles qui devraient appliquer les règles décident de ne plus les appliquer, quand bien même c'est le peuple qui est souverain. Donc on a des cas de, voilà, on est en train de changer de monde. Et je crains que ça va être une transition difficile. Alors justement, comment concilier ce que vous prônez, effectivement, je vais dire vaincre la peur. Survivre à la peur, et on va en parler juste après cette petite pause, et comment prôner cette espèce de, faut le dire, quand même, de globalisation, de gouvernement mondial qui essaye tant soit peu se mettre en place. Est-ce que, parce que d'un côté on pourrait dire, mais écoutez, ce serait pas mal d'avoir une autorité dans la bonne direction, qui dirait voilà les règles qu'il faut faire, etc. Et en même temps, on constate cette espèce d'extraordinaire multipolarité dans tous les domaines qui est en train de survenir aujourd'hui. Enfin, déjà depuis des années. Et justement, par rapport à votre livre et par rapport à à ce que vous défendez, comment faire par rapport à l'environnement? Quand je parle l'environnement socialo-politico et géopolitique. Voilà, on va en parler peut-être juste après cette petite pause. Oui, après cette petite pause, vous aurez la parole au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Piero San Giorgio, effectivement, survivre à la peur. Survivre à la peur avant que la peur ne nous envahisse et ne nous tue elle-même. Et justement, on parlait hors antenne, Piero San Giorgio. Au fond, vous avez parlé d'autonomie, vous avez dit voilà, on commence par des gestes un peu simples, même très simples, mais on acquiert, si vous voulez, un peu d'autonomie. Et vous dites aussi, vous avez dit, effectivement, on ne peut pas faire l'autonomie si dans l'esprit on n'est pas autonome, si on n'est pas autonome dans son bon. Mais comment faire justement pour concilier cela et la volonté collective, encore une fois, de part et d'autre, je ne parle pas ni de gauche, ni de droite, ni de l'Est et de l'Ouest, d'un certain nombre d'autorités qui veulent formater, qui veulent cadenasser, qui veulent mettre l'humanité en tableau Excel. Mais en fait, l'indépendance, c'est la non-dépendance, et donc c'est ne pas être tributaire, ne pas être dépendant de cette volonté de nous normaliser, de nous contrôler, nous rendre sujets, soumis, notamment avec des techniques qui nous effraient, qui nous font peur. Ça, c'est très courant. Moi, je raconte dans mon livre, c'est une petite anecdote personnelle, mais ma maman a fait une erreur d'éducation très importante quand elle était jeune, mais je la salue. Mais elle, pour que j'aille dormir le soir, quand j'étais tout petit, elle me disait, si tu vas pas dormir, il y aura un aigle, je sais pas pourquoi, mais un aigle va venir te bouffer. Je sais pas, peut-être c'était l'histoire de Prométhée, je sais pas. Ah oui, carrément le danger. Oui, et donc forcément, ça terrifie, donc on n'a pas envie de dormir, on se dit, mon Dieu, et puis dès que j'entendais du bruit dehors dans les volets qui bougeaient par le vent, j'étais terrifié par cet aigle, mais je devais avoir 2-3 ans, j'étais tout petit. Mais vous vous en souvenez? Mais je m'en souviens. Donc c'était pas une bonne technique. Donc je ne la préconise pas. Et donc voilà, mais l'effet peut être inverse de ce que l'on recherche. On peut terroriser une population et finalement on la pousser à se soulever et à se révolter. Ce qui serait évidemment l'objet contraire. Mais vous avez raison lorsque vous parliez tout à l'heure de normalisation, de dépendance et de formatage, contrôle social à la chinoise, etc. Plus on est indépendant, moins on est plus on peut s'en passer. On peut imaginer, par exemple, ces prochaines années, alors on fait des scénarios, donc c'est des conjectures, on peut très bien imaginer des faillites bancaires massives, et où l'État, ou l'Union européenne, ou les États-Unis en Amérique du Nord, vont nous dire, bon écoutez, vous avez perdu tout votre argent, vous avez perdu tout votre avoir, ne vous en faites pas, on va vous les remplacer avec une nouvelle monnaie, qui va compenser votre perte, qui va être une monnaie digitale des banques centrales, on en parle de plus en plus, et donc vous êtes renfloué, mais attention, cette nouvelle monnaie, elle a des règles. Donc soit vous perdez tout, soit on vous renfloue, vous prenez cette monnaie, mais avec des règles. Mais cette monnaie, elle a des règles. Elle a des règles dans le temps, elle a des règles de ce que vous pouvez ou pas, au terme de distance, en termes de géographie, que ce que vous pouvez dépenser. Elle a des termes en disant, ah ben non, monsieur San Giorgio, vous êtes un petit peu en surpoids ces derniers temps, vous avez pris 10 kilos pendant que vous écriviez votre bouquin, c'est vrai.
Donc pour vous, plus de sucre, plus de gras, plus rien. On peut imaginer. Sinon, vous n'avez pas d'argent. Sinon, vous pouvez pas le dépenser. Et puis même lorsqu'on va acheter dans le magasin, ils ne vont pas nous livrer le bon morceau de gras, l'agneau qu'on a acheté, et ils vont nous dire non, pour vous c'est que de la salade pendant 2 mois maintenant, et parce qu'on a votre rapport médical, etc. On peut imaginer ce genre d'utopie ou de dystopie. Déjà, on a vu en Chypre et au Liban, les gens, c'est votre argent, et vous dites, vous allez prendre 200 euros, $200 par mois. Tandis que l'agneau que mon voisin fait dans ma ferme et qu'il me donne une fois par an, et les pommes de terre que je fais pousser, que je mets en terre en ce moment même, et ainsi de suite, là, ça va être déjà un peu plus compliqué de venir les chercher. C'est vrai. Donc voilà, c'est un exemple minuscule de différence de dépendance. Ça m'empêche pas d'être sur Internet, ça m'empêche pas. Je ne vis pas comme un troglodyte. Il n'y a pas de mal à être troglodyte, mais je ne. Oui. J'étais à Soissons l'autre jour, j'ai découvert qu'il y en a des troglodytes en France. Donc et c'est des gens parfaitement charmants. À l'époque, vous ne voulez pas retrouver la lampe à huile. Pas du tout. Pas votre. Bien que j'en ai. Oui. Alors j'ai des lampes à huile au cas où, c'est ça. Et il m'arrive de temps en temps, alors j'ai pas besoin de les utiliser puisque j'ai des lampes torches en cas de coupure d'électricité, mais 2-3 fois par an, j'aime, à cause de la neige, dans les montagnes, on a des coupures d'électricité, et puis on passe au mode lampe à batterie, quoi. Mais bref, on a de la redondance. Et cette redondance nous rend, encore une fois, indépendants, donc non dépendants de. Donc l'idée pour vous, de base, c'est d'étendre le champ des possibles et d'étendre le champ de l'innovation, de l'indépendance, c'est ça. Au fond, c'est ce que l'être humain a toujours essayé de faire, depuis qu'il est sorti de sa savane ou de sa grotte, de dire, mais au fond, j'aimerais bien avoir... un avion pour aller à Ibiza ou un missile hypersonique pour foutre sur la gueule du voisin. Bref, on a toujours eu cette volonté d'étendre notre possibilité, d'asseoir notre sécurité, notre prospérité, notre défense. Et il faut penser aux limites, c'est ça. Et dans le cadre des limites qui nous sont, alors certaines nous sont imposées par la nature, par la planète, d'autres nous sont imposées par la décence commune qu'on espère pouvoir garder ou développer, et d'autres, elles nous sont imposées par peut-être aussi la crainte du voisin, et là, la peur, elle est utile, c'est que voilà, moi, en Suisse, tous mes voisins sont armés, donc je vais pas faire le couillon avec eux. L'autre jour, petite anecdote rigolote, mais enfin, un de mes chiens a malheureusement tué le chat d'un de mes voisins, et c'était le choix préféré de sa fille, qui a vécu 16 ans avec, un vieux chat de 18 ans, enfin. Et je me suis dit, ça y est, le voisin, maintenant, le père, il va être fâché, il va venir tuer mon chien. Ça se fait dans les campagnes, ce genre de choses. Et donc, j'ai décidé par avance que s'il allait le faire, je n'allais rien dire et j'allais ignorer le problème. Voilà. S'il tue mon chien, c'est pas grave. Alors, c'est un choix. Mais en même temps, je valorise plus. Et à la fin, il l'a pas fait. Parce que probablement, lui, il s'est dit, si je me venge du chat de ma fille, il va tuer mon autre chat. Et ainsi de suite. Donc, non, j'allais rien faire. Mais il pouvait pas savoir que j'allais rien faire. Donc, on en a même pas parlé. Et donc, finalement, on a cet accord tacite étrange, c'est un peu une application de la théorie des jeux, où finalement, lui n'a rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Mon chien, maintenant, n'est plus dans cet endroit-là, parce qu'il est ingérable par rapport, c'est un chien de chasse. Il a décidé qu'il n'aime pas les chats, voilà. Et donc, c'est un exemple d'application de cette paix mutuelle et de ce respect mutuel tacite, absolument. Et à la fin, ça crée la paix. C'est un très bel exemple de sagesse aussi. Enfin, je veux dire, la sagesse qu'on peut s'appliquer à soi-même. Et bien, Piero San Giorgio, lisez ce livre, lisez vraiment Survivre à la peur, parce que la peur, c'est peut-être la plus mauvaise des conseillères quand on ne sait pas l'utiliser. Merci Piero San Giorgio d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre, Survivre à la peur, aux éditions Culture et Racine. On se retrouve demain entre midi et 14h avec André Berkoff. Et tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.